Bonjour, bonsoir, bienvenue sur le plateau de Femmes, le magazine qui donne la parole aux femmes sur tous les sujets qui nous intéressent. Aujourd'hui, on va parler du 25 novembre, on va parler de violence conjugale, on va parler de répétition, on va parler de comédie, de théâtre, on va se demander comment on peut suivre sa voix. Vous êtes sur Zitata, restez là. Femmes. Ça leur met le sourire sur ces notes de tambour. Femme à ma gauche. Rita Bonheur, comment ça va? Très bien, ça va. De l'UFM. Union des femmes de Martinique, oui. Voilà, quand on te demande de te présenter, tu dis Rita Bonheur UFM. Tu es tombée dedans quand tu étais petite? Pas quand j'étais petite, mais bon, on va dire que c'est venu au fur et à mesure. Et puis bon, maintenant, c'est vrai que ça fait quand même un certain temps, pour ne pas dire un temps certain, que je suis à l'Union des femmes de Martinique. Et puis, depuis une dizaine d'années maintenant, présidente. Donc voilà. On va y revenir. Oui. Parce que tu sais que tu es une des rares, ça fait je crois 75 ou 73 émissions qu'on fait Femmes, à être venue 2 fois. C'est un honneur. C'est un honneur de venir la deuxième fois. Contente, oui, mais merci. voilà, tu étais venue au tout début, quand on a commencé les dernières, je crois que c'était en mai. Oui. Je crois que tu avais suivi les plâtres, des premières. Tu étais peut-être la première ou la deuxième, oui, émission. Ça devait être la deuxième émission. La deuxième, c'est la première, il y avait Géraldine Pamphile notamment, et Cora Bernabé, il me semble. Et toi, tu étais la deuxième. J'étais avec Jala. Et tu étais avec Jala, donc je pense que tu étais les toutes premières. En tout cas, merci d'être là une deuxième fois. Et donc, on va se remettre en mémoire un petit peu ton parcours, vite fait, parce que tu nous dis que ça fait 10 ans que tu es à la tête de l'UFM. Et à ma droite, il y a une jeune femme, Muriel Herduval, qui nous fait l'honneur de venir pour la première fois sur ce plateau. Comment ça va? Mais ça va très bien, mais c'est surtout vous qui me faites l'honneur d'être invitée. C'est surtout mais ça. Tu me vous vois maintenant. Vous, Zitata. Vous, nous, l'équipe. Nous. Voilà. En tout cas, merci d'être là. Merci. Ça va? Super, impec. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Alors, sur ma carte d'identité, si je me souviens bien, c'est écrit que je m'appelle Muriel Herdual. Muriel étant le prénom que ma mère a choisi. C'est un seul L? Oui, un seul L. Pourquoi elle voulait un garçon? Non, mais en France, j'ai remarqué que c'est plutôt un seul L et en Martinique, c'est plutôt 2 L. 2 L, mais c'est ça, oui. Voilà, donc Muriel Herdual, normal. Je suis une comédienne, actrice en devenir, j'espère. Voilà. Pourquoi en devenir? Mais parce que je suis en train d'éclore, voilà. Parce que tu as fait autre chose avant? Avant, j'étais salariée et chargée de communication et dans le secteur. Mais cette dame-là, je la connais. On se connaît. Mais c'est le hasard d'ailleurs. Mais oui, c'est le hasard. Mais en même temps, ça me suit, cette histoire de femmes victimes de violence ou de féminisme. Je trouve que ça me suit un petit peu ces derniers temps. Pas victime de féminisme. Victime de violence. De violence, oui. J'ai dit de féminisme. Virgule de féminisme. Voilà. Ça me suit un peu, je trouve. Ouais, je me dis, mais... Mais pourquoi? Mais c'est un choix, non? Ah non, justement, je comprends pas. C'est vrai. Mais non, voilà. Mais le fait d'être passé par l'UFM, c'était une volonté, non? Le hasard. C'était le hasard. Mais il n'y a pas de hasard en vrai, mais c'était pas... Mais les préoccupations féministes, c'est des préoccupations, ce sont les tiennes ou c'est des préoccupations qui, bon, je ne suis pas plus féministe que ça? Honnêtement, je suis pas... J'ai plus une préoccupation globalement de justice, on va dire. D'accord. Mais pas particulièrement de féminisme. D'accord. Voilà. Et donc, toi, tu viens du milieu de la com, journalisme aussi? Non. Non, pas journalisme. Mais tu as fait une formation, j'ai vu son CV. Non, mais alors, de rédaction. Voilà. D'accord. De techniques de rédaction journalistique. D'accord. Voilà. Et tu es graphiste aussi? Aussi. D'accord. Et donc là, tu vas vers la comédie et le théâtre. Exactement. On va y venir tout à l'heure. Je reviens un petit peu donc, sur l'UFM. Donc, tu dis que ça fait 10 ans que tu es présidente. Comment tu as connu? Parce que tu es une militante. Tu as milité dans des partis politiques avant? Et c'est ce qui t'a amené à... Tout à fait, oui. J'ai d'abord été militante politique, depuis ma période d'étudiante. C'était hier, n'est-ce pas? Oui, nous aussi, tout le monde. Oui. Voilà, donc j'étais étudiante à Grenoble et c'est vrai qu'il y avait quand même une ambiance à l'époque aussi, c'est vrai. Beaucoup de réflexions politiques et de réflexions militantes, notamment donc, chez les Antillais, Antillo-Guyanais. Et c'est comme ça que je me suis engagée dans la politique. Et c'est cet engagement politique qui m'a amenée finalement à réfléchir sur la condition des femmes. Et j'ai envie de dire de réexaminer mon histoire, mon passé aussi. Et tout ce qu'on entend et tout ce qu'on a vécu et tout ce que me racontait par exemple ma grand-mère. Je prends toujours cet exemple d'une amie qu'elle avait et
le père de cette amie lui a dit « Je préfère que tu épouses un bourreau blanc plutôt qu'un bon Dieu nègre. Et en fait, elle a épousé le bourreau blanc et on la retrouvait dans les rues de Fort-de-France, traînée par les cheveux, par son mari qui la battait, etc. etc. Et donc, des histoires comme ça qu'on entend, et puis, avec une relecture, on les analyse. Et puis on se dit d'abord, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal, ces situations-là. Et c'est dû à quoi? Et donc, on revient sur l'explication, et c'est comme ça qu'on s'engage, finalement, en tant que militante, à remettre en question les stéréotypes, à remettre en question les inégalités, les discriminations, à se reposer la question de quelle société on veut, mais pas seulement pour les femmes, mais pour les femmes et pour les hommes, pour tout le monde. C'est quoi l'égalité? C'est quoi l'égalité dans un monde qu'on veut meilleur pour tout le monde, etc. Donc voilà, mon engagement, il vient de là. Et en 10 ans, tu dirais, c'est pas l'heure du bilan, mais tu dirais que les choses ont progressé globalement. Il y a 5 ans, il y a eu MeToo, qui a été un moment quand même très important dans la prise de parole des femmes, notamment face aux violences, au harcèlement, aux violences qu'elles subissent souvent d'ailleurs, qu'elles subissent peut-être plus que les hommes. Est-ce que les choses ont évolué? Et quelles seraient les nouvelles frontières, les nouvelles... Alors, on va parler du 25 novembre, qui est la journée internationale contre les violences faites aux femmes. Qu'est-ce qui a bougé? Qu'est-ce qui a positivement bougé? Qu'est-ce qui reste figé dans l'inégalité? Les choses bougent, heureusement, parce que sinon, ça serait à désespérer. Elles bougent, elles ont bougé lentement. Il a fallu quand même des coups de boutoir. Moi, je me rappelle que pour mettre en place l'espace d'écoute, c'est-à-dire la structure que nous avons maintenant et qui a ouvert en 2000, la maison de Solange, la maison de Solange qui s'appelle maintenant la maison de Solange, mais à l'époque, donc ça a été l'espace d'écoute, d'information et d'accompagnement pour les femmes victimes de violences, qui a ouvert en 2000. Il a fallu quand même qu'on fasse une action avec armes et bagages à la préfecture, en emmenant deux jeunes femmes qui venaient d'être mises dehors par leur conjoint, qui étaient toutes les deux enceintes, toutes les deux avec des enfants en bas âge, etc. Et en Martinique, il n'y avait aucune structure pour les recevoir. Alors, encore moins pour pouvoir les héberger. Et donc, il a fallu ce coup de force pour que nous puissions, qu'on puisse nous dire qu'on nous demandait de créer. C'était en 98. Ah oui, et donc, la structure a ouvert en 2000. Donc, c'était vraiment un sujet tabou. Et un sujet qu'on estimait être à l'intérieur de la famille. Donc, faire sortir cette problématique des violences de la sphère privée pour l'emmener à la sphère publique, parce que ce n'est pas un problème privé, c'est un problème de société, et ça a été une bataille. Au fur et à mesure, c'est vrai, au début, les gens nous ont dit « Ah oui, mais vous exagérez un peu, enfin franchement, c'est pas si grave que ça, etc. Bien sûr, c'est nous qui faisons les femmes partir et quitter leur mari, etc. C'est pas la violence, c'est à cause de nous que les femmes quittent leur conjoint et tout ça. Donc, c'est devenu maintenant un sujet qu'on ne peut pas évacuer. C'est un sujet qu'on reconnaît, dont on reconnaît l'importance. Et tout ça, ça aide aussi les femmes à parler. Donc, il y a encore beaucoup de problèmes. Tout à l'heure encore, on me parlait... aujourd'hui, j'ai eu 3 appels téléphoniques de femmes dans des situations dramatiques, très difficiles. Donc, bien sûr, et il faut continuer à se battre pour ça. Alors, la violence dans le couple, c'est moins tabou. La violence au travail, ça reste quand même encore très tabou parce que, c'est pas reconnu, parce que avec notre situation économique, c'est difficile de dire, écoutez, je m'en vais parce que, et donc il y a encore beaucoup de travail et ça fait beaucoup de ravages. On va parler dans le détail des actions, des autres types de violences. Pour avoir côtoyé, même si cet aspect de combat féministe n'est pas forcément pour toi une action militante, ça n'a pas toujours été le cas. Qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que toi, de ton point de vue extérieur, tu dirais que la situation globale des femmes a évolué positivement ou non? Ce qui pour toi devrait être fait? Alors, juste pour réexpliquer quand même que j'ai été salariée de l'Union des femmes de Martinique jusqu'à jusqu'au 30 septembre dernier. J'y ai travaillé 2 ans comme chargée de communication. Donc du coup, mon regard, il est différent d'il y a 2-3 ans. J'y ai appris beaucoup de choses. J'ai été moi-même victime de violence à un moment, à 2 moments dans ma vie. Mais ça va, je veux dire, ça va.
c'était de la violence psychologique aussi, notamment. Parce qu'on apprend les différentes formes de violence. Dans un couple, dans ton couple. Ouais. Et physique aussi, à un moment. Foutu une claque. Et puis, tu lui as foutu une claque? Non, mais non, pas moi. Bon, il t'a foutu une claque? Oui, les lunettes ont volé, tout ça. Aïe. Ouais, voilà. Je suis partie entre 2 gendarmes, c'était pas très agréable. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de hasard si je suis arrivée. J'ai pas cherché à aller à l'UFM, mais j'ai été à l'UFM et je pense que ça m'a permis de comprendre un certain nombre de choses. Et d'y travailler aussi, pour moi, c'était une bonne chose, même si je me revendique pas activiste féministe. Je pense que je le suis de toute façon. Mais voilà. Est-ce que ça a changé tout ça? Moi, je pense que clairement, on en parle mieux. Oui. On en parle. Pour moi, voilà. D'accord. Si je le dis là, peut-être aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu cette parole qui a été permise par des gens et comme Rita Bonheur, des associations. Des associations. Voilà. Okay. Mais bon, ça va. Hein. Mais on apprend. Il y a peu de temps, je me suis dit. Ma mère, plus jeune, m'avait dit oui, si un homme te donne une claque, tu lui rends sa claque. Pardon, maman, mais. Je pense que tout à l'heure, c'est ce que tu disais aussi. Non. Et en fait, je me dis qu'en réalité, il faut apprendre à poser des limites. Mais le faire avant la claque. Oui, mais c'est surtout en fait. Quand on parle de répétition, d'ailleurs, on va y revenir tout à l'heure. Mais même avant, c'est même sur des choses. Mais même sur des choses insignifiantes, en fait, dans le rapport à l'autre. Et que ça soit à des amis aussi, c'est juste se dire ça j'accepte pas, ça j'accepte pas. Et je pense que pour ma part, je pense que c'est ce manque de confiance en moi que j'avais qui a fait que j'ai pas mis les limites. Voilà, que j'ai pas su me faire entendre. Mais bon, voilà, mais c'est. On va peut-être y revenir. Comme c'est souvent le cas. Alors il y a un sociologue qui disait dans le couple, l'implicite nuit aux femmes. Oui. Nuit aux femmes. L'implicite. Oui, l'implicite, c'est-à-dire que on rentre dans un couple et puis on s'aime tellement, on ne se dit rien, donc on ne se dit pas qui va faire la vaisselle, on ne se dit pas qui va s'occuper des enfants, on ne se dit pas qui va, etc. On ne répartit pas les tâches, on ne se pose pas pour répartir les tâches. Bon, il n'y a pas besoin forcément de signer un contrat pour dire je n'ai pas le droit de laver, tu n'as pas le droit de laver mes chaussettes, etc. Dans le contrat de mariage, je sais pas ça. Tu peux mettre, ça peut exister. Mais vaut mieux être précis, je pense que vaut mieux être précise, en fait, c'est ça. Voilà, et donc le fait de ne rien dire, on reproduit et on amplifie les stéréotypes de la posture de chaque personne, c'est-à-dire ce qu'on a appris depuis qu'on est petit ou petite. Et tout ça se perpétue et même s'accentue quand il y a des enfants, notamment. On va continuer la discussion. Petit stop jingle focus. Alors, on s'extrait un petit peu de notre conversation, on va y retourner, mais on n'est pas tellement loin en fait de ce dont on est en train de parler. J'ai relevé 2 informations dans le Huffington Post, le HuffPost, c'est compliqué à dire. La première info, c'est une étude publiée par le Journal of National Cancer Institute, qui a été menée à grande échelle aux États-Unis auprès de 33 500 femmes de 2003 à 2006. Et en fait, qui fait le lien entre le cancer de l'utérus, pas que le cancer du col de l'utérus, mais le cancer de l'utérus et le défrisage. Et donc, beaucoup de ces femmes, des 33 500 personnes qui font partie de l'étude, c'était des Afro-américaines. Et en fait, ils font un lien en fait entre l'usage du défrisage et le cancer de l'utérus. Donc, je présume que c'est à cause des perturbateurs endocriniens. Il me semble que c'est aussi lié à ça. Voilà, donc, parce que dans cette étude, donc, 33 500 femmes, ils ont trouvé donc 378 cancers de l'utérus, qui représente une occurrence de 4,05%, alors que normalement, en fait, dans l'échantillon non utilisateur de défrisage, cette occurrence était de 1,64%. Donc voilà. Tu me disais tout à l'heure que c'était une étude qui était remise en question. Tu as entendu Alors, des pas gens? du tout l'étude en tant que telle, mais c'est vrai que ça a provoqué quand même un émoi en Martinique, 2009, où tu as encore quand même beaucoup de femmes, beaucoup de personnes, et de femmes notamment, qui se défrisent. Et il y a eu des réactions ici. D'accord. Pour dire d'abord que les produits qui sont utilisés aux États-Unis ne sont pas du tout les mêmes que ceux qui sont utilisés ici, et que justement on déconseille aux femmes d'aller chercher des produits dans les îles voisines, qui viennent directement des États-Unis, parce que les normes ne sont pas du tout les mêmes de sécurité, etc. Et que, bon, effectivement, la prévalence ici pour le cancer de l'utérus est très très peu importante.
Alors que si on regarde cette étude, bon, elle aurait pu être beaucoup plus importante que donc ça. C'est pas les mêmes produits. Donc c'est pas les mêmes produits. D'accord. Ceci dit, bon, ça questionne sur le défrisage en fait. Hein. Oui, bon, oui. Voilà, Qu'un peu remise en question quand même. Il n'y a qu'à voir Muriel ou pas qu'à défriser. Non, je me suis défrisé les cheveux. Voilà, de plus en plus, des personnes qui remettent en question, qui veulent avoir une chevelure naturelle, etc. Eh bien, parce que ça remet en question les stéréotypes qu'on nous a inculqués, des cheveux lisses qui sont bien, etc. Ouais. Voilà. Alors, je rectifie parce que... Mais médicalement, scientifiquement, il y a un bémol à mettre par rapport aux produits qui sont utilisés ici chez nous. Oui. Alors, 2003 à 2009, j'ai dit 2006, c'est de 2003 à 2009, donc c'est vraiment une longue période, donc c'est quand même une population très, très, très vaste, 33 500. Et puis, il y a une autre info que j'ai récupéré sur le HuffPost. J'étais sur le HuffPost, donc m'en ouais deux. Deuxième là, c'est le hashtag le MeToo lesbien. Donc après MeToo, on parlait de ça tout à l'heure. Donc en 2017, là, il y a un hashtag qui a fait irruption là, dans la sphère sociale le 23 octobre. Donc MeToo lesbien. Et là, alors, il y a plein de témoignages de femmes. Alors, MeToo lesbien, femmes, hein. Oui, bien sûr, homosexuelles, femmes, c'est ce que je veux dire. Lesbien, c'est femmes. Donc, beaucoup de femmes qui témoignent de situations de violence dans leur couple, qu'elles soient mariées ou pas, violence psychologique, violence physique. Donc, dans les couples homosexuels, donc la situation de conjugalité, manifestement, fait aussi dans les couples homosexuels. Mais voilà, peuvent être des situations de violence, en fait, ces situations-là. Violence physique, psychologique, je l'ai dit, des humiliations. Par exemple, il y a un extrait, je pense, qui a dû passer tout à l'heure. Elle m'a forcé à faire mon coming out, chantage au suicide. Donc, ça prend plusieurs formes. Relations sexuelles imposées. Voilà, donc une nouvelle déferlante, MeToo lesbien. Qu'est-ce que vous en pensez, Muriel, un commentaire? Eh ben, ça montre que la violence, elle est partout, hein, et que, alors, l'Union des femmes défend les femmes, et que c'est vrai qu'on dit que souvent dans les couples, ce sont les hommes qui sont violents, et je pense que ça aplanit un peu tout ça finalement. Il y aura le MeToo gay aussi, je pense, à mon avis, après ça, parce que ça existe. Alors en plus, c'est des hommes, donc. Voilà, mais... Il me semble qu'il y a eu d'ailleurs un MeToo gay en 2018, ouais, voilà. Ouais. Non, alors moi je me pose la question de l'évolution, est-ce qu'en ce moment il y a une recrudescence de la violence à tous les niveaux, peut-être. Je pense que c'est... Alors effectivement, on communique de plus en plus. La parole s'est libérée, donc de plus en plus, donc il y a cet effet-là, et puis il y a les réseaux... Internet, tout ça, les réseaux sociaux qui permettent de démultiplier, et puis c'est tellement plus facile aussi de dénoncer, mais moi je pense que globalement, pour moi, je crois que la société fondamentalement, je sais pas, j'ai l'impression on a atteint un niveau de violence. Je pense qu'on a atteint un niveau de violence. Et en même temps, alors juste si tu permets, on a atteint peut-être un niveau de violence, on a cet effet communication, réseaux sociaux qui amplifie cet effet-là, et puis on a l'impression que, alors c'est ambivalent ce que je dis, mais qu'on est le seuil d'acceptabilité de ces violences-là, c'est abaissé en même temps. En même temps, on assiste à d'autres violences, quoi. C'est-à-dire que c'est un double effet. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on accepte moins, mais en même temps, est-ce que finalement on ne le tolère pas aussi? C'est bizarre, quoi. C'est ce double effet. Non, vous regardez. On est dans une société qui est de plus en plus violente. Qui est de plus en plus, tu dis? De plus en plus. Oui, pour moi, nos sociétés sont de plus en plus violentes. Et les violences, on en parlait tout à l'heure, c'est pas que les violences conjugales, c'est pas que les violences dans le monde du travail. Tu as des violences sociétales, la précarité, la pauvreté, c'est l'inégalité, les inégalités, les discriminations, ce sont des violences vis-à-vis des personnes. Et quand on est dans ce climat de violence, forcément, il y a une étude qui a été faite aux États-Unis qui a fait un rapprochement entre les taux quand il y avait quand il y a eu la grosse crise là, des subprimes. Oui, en 2003, c'était ça. Et les violences conjugales, par exemple. Ah oui. Donc, les gens qui sont en situation de précarité, de pauvreté, ça ne les excuse pas. Hein. Ce que je dis là n'est pas pour les excuser. Bien sûr. Mais je veux dire qu'il y a un contexte général de violence systémique, de plus en plus, systémique, de plus en plus important, et qui ne peut qu'agir sur les gens. Maintenant, dans un couple, s'il y a un rapport de domination, ça veut dire qu'il y a un dominé, un ou une dominée, un ou une dominante ou dominant. Et bien sûr, il faut dénoncer ça, quel que soit le genre ou le sexe des personnes. Hein. Donc, mais nous avons... Enfin, ce que je veux dire, c'est que,
nous avons envisagé, j'ai envie de dire, à notre espace d'écoute, par exemple, d'avoir à recevoir des femmes qui sont victimes de violences dans un couple lesbien. Vous en recevez. Alors jusque-là, bon, ça n'a pas été vraiment le cas, mais on a déjà, on en a déjà discuté parce que ce sont des choses qui peuvent arriver. Ensuite, bon, c'est vrai que tu parles d'un effet multiplicateur qui est lié aux réseaux sociaux. Bon, après, c'est vrai qu'en termes de proportion. D'un cas par rapport à un autre, etc. Bon, il faut voir les statistiques. Mais moi, j'ai envie de dire que quel que soit le nombre de cas, c'est trop. C'est trop, oui. Mais tu as dit tout à l'heure quelque chose, ce qui crée, tout à l'heure, tu as parlé de ce qui crée, ce qui peut, en fait, sans l'excuser, mais ce qui peut permettre que la violence se manifeste, c'est le fait de ne pas mettre de limites. Tu as dit ça. J'en arrive à cette conclusion. Oui, c'est ta conclusion. C'est ma conclusion. Et toi, tu as dit quelque chose de tout à fait intéressant. Tu dis il y a des rapports d'inégalité. Le rapport d'inégalité dans une organisation, dans un couple ou dans un ménage crée ça, en fait. Mais comment si tu veux, on surplombe, ou comment on passe au-dessus, plutôt, de l'inégalité? Comment on crée l'équilibre? Alors, ce n'est pas le rapport d'inégalité qui crée la violence. Enfin, je crois que c'est justement, la violence s'installe avec un rapport. C'est pas une conséquence, la violence, du rapport d'inégalité. Pour moi, les deux vont de pair. Oui, c'est-à-dire que, voilà, quand on est dans un rapport d'inégalité, on est un rapport dominant-dominé. On peut aller vers la violence. Déjà, un rapport de domination, c'est une violence en soi. Oui, mais comment on fait? Donc, Muriel a donné une piste de solution. Muriel a dit, il faut... Enfin, elle a donné une piste non, mais c'est la sienne. C'est ma réflexion. Oui, de pourquoi ça arrive. Ça arrive, oui. Ça arrive parce qu'on ne peut pas poser les limites. Mais la question, c'est pourquoi on ne peut pas poser les limites. Oui, mais comment poser les limites? Comment on t'a élevé? Qu'est-ce que tu as vécu dans ton enfance? Quels repères tu as, etc., qui font que tu acceptes des choses que quelqu'un d'autre qui regarde de l'extérieur te dit mais c'était moi je ne même pas accepter un bail comme ça, etc. Oui, mais là on est dans le constat. Oui, moi ce que j'aime, ce que j'aime bien, enfin je dis j'aime, ce que j'ai entendu de ce que Muriel dit, c'est que elle tire si tu veux la conclusion de son expérience. Elle dit si j'avais mis les limites, c'est ça que j'ai compris. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes? C'est-à-dire que vous accueillez des femmes qui arrivent dans des situations de violence. D'ailleurs, des fois dans la répétition, on va y venir. La répétition, c'est le thème du 25 novembre, la journée internationale des violences faites aux femmes. Qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Une fois qu'on les a, tu vois, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes? Ok, il faut mettre des limites. L'année dernière, je crois que la campagne, c'était quand c'est non, c'est non. C'était ça, il me semble. C'était les prémices de la violence. C'était le thème de l'année dernière, les signes précurseurs. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Au-delà des conditions qui créent ces inégalités, l'éducation, qu'est-ce qu'on dit aux femmes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Enfin, vous me regardez comme si je posais... Moi, j'ai envie de dire que la première chose à dire aux femmes, c'est de sauver leur peau. D'accord. De sauver leur peau, oui, parce que ça peut aller très loin, cette violence. Bon, la deuxième, c'est de se reconstruire, d'essayer qu'on les aide à se reconstruire. Et se reconstruire, c'est effectivement passer par une meilleure estime de soi, une meilleure connaissance de soi. Et c'est cette estime de toi qui te permet de dire, bon oui, j'ai la force et j'ai le droit de dire non à ce qui ne me plaît pas, de vouloir avancer, de me dire que je vaux quelque chose et que donc si je vaux quelque chose, je peux faire, etc. Donc, non, mais c'est ça, c'est l'estime de soi, c'est la connaissance et c'est le fait de pouvoir avoir confiance en soi. La confiance en soi, c'est ça la clé. Moi, je pense que quand tu dis qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes, alors oui, il y a des signes précurseurs de violence. D'ailleurs, on peut les inviter à aller sur le superbe nouveau site de l'Union des femmes de Martinique. Oui. Et il y a un outil qui s'appelle le violentomètre, où c'est une réglette où ils ont gradué les signes avant-coureurs. Dans le cadre d'une relation saine. Donc, tu as des codes couleurs, vert, orange et rouge. Au rouge, là, tu as vraiment atteint la limite. Mais ce que je dirais peut-être, c'est que aux femmes, peut-être si dans ta relation, tu sens que tu n'es pas bien, qu'il y a des choses qui te pas épanoui, là ça devrait t'alerter en fait. Et puis souvent, tu sais, mon gars dit ouais mais il va changer. Non. Bah tu y crois. C'est ça, non? Ben oui, tu y crois parce que tu l'aimes et au départ c'était quand même une relation amoureuse et tu te dis toujours bon je vais le changer parce que pourquoi tu te dis ça aussi, c'est parce que souvent l'autre
et dans ce qu'on appelle le cycle de la violence. Hein. Oui. Donc, il n'est pas violent du 1er janvier au 31 décembre et puis 24 heures sur 24. Donc, il y a des cycles. Il te dit, quand il y a eu un épisode de violence, il revient vers toi. Il te dit, bon, écoute, je vais changer, etc. Il te culpabilise aussi. Il te dit, c'est toi. C'est ta faute. Mais si tu n'as pas fait ça, je ne serais pas mis en colère. Tu as mis le couteau à gauche. Voilà, si tu t'étais pas habillé comme ça, si tu fais quand tu n'es pas Barbara, qui te donne de mauvais conseils. Moi, j'avais toujours donné des mauvais conseils. Donc, il y a tout ça. Et bon, la personne... Il y a une chose aussi qu'il faut comprendre, je crois, et je reviens d'un colloque là, de la Fédération nationale Solidarité Femmes à laquelle nous sommes affiliés, où on dit que les femmes minimisent énormément les violences qu'elles vivent. Pour elles d'abord, parce que pour survivre, pour leur enfant, parce que souvent pour ne pas montrer à l'enfant pour dire à l'enfant, mais non, tu sais, ça va, c'est pas trop grave, etc., ce qui est très mauvais pour les enfants. Mais je veux dire que pouvoir c'est naturel, comprendre, pouvoir comprendre dans quoi on est, parce qu'on est souvent en mode survie. Oui. Ben, il faut pas arrêter quand même. Tu travailles, tu rencontres des gens. Si tu dois être tout constamment en train de dire bon, mais ça ne va pas, je suis pas bien et tout. Bon, toi-même, tu as ton envie de vivre, de vivre, en tout cas de paraître quelqu'un qui n'a pas trop de problèmes. Et ça demande une énergie énorme que tu ne peux pas forcément placer dans la démarche de sortir de ta violence. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Oui. Eh bien ça, les gens... C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 100 000 choses à la fois. Tu essaies de bonne figure, de faire bonne figure, et en même temps, ben, tu es laminé. Donc, et en même temps, tu es en contradiction, puisque tu travailles à paraître autre chose, à donner une autre image de toi. Donc, du coup, mais humainement aussi, ça peut se comprendre. Donc, c'est pas évident aussi. Donc, tout ça pour dire que vouloir secouer les femmes pour leur dire « Ouais, mais machin, pourquoi tu restes là ?» etc. Elles n'ont pas besoin d'être secouées parce qu'elles sont déjà secouées. Elles sont déjà pas bien. Elles sont déjà dans des injonctions. Donc, ce n'est pas... Même si on croit faire bien, mais ce n'est pas forcément la meilleure façon de les aider. Voilà. Jingle, focus. Muriel nous a dit au début, donc on a beaucoup parlé de l'UFM, on a beaucoup parlé des femmes, et Muriel nous a dit qu'elle était une comédienne en devenir, je l'espère. C'est vraiment un mystère, donc qu'elle va éclairer maintenant. Je fais des trucs mystérieux. On t'a vu à la télé d'ailleurs. C'est quoi? C'était Tropique criminel? Oui. Voilà, donc c'est le début, c'était un petit rôle, mais c'est le début de quelque chose. Alors, oui, c'était un petit rôle. Alors, c'est pour ça que je dis que ça me poursuit. Encore, voilà, jouer le rôle d'une femme qui était... Et je vous ai rien dit à l'UFM, j'ai demandé 3 jours pour aller faire le tournage. J'ai gardé pour moi. On a eu la surprise. J'étais avocate d'une femme victime de violence dans l'épisode 2 de la saison 3, donc, qui a été diffusé le 30 septembre 2022. Et quand on m'a dit, oui, tu vas faire... Il y a un rôle avocate. OK. Quand j'ai lu le script, je fais... Décidément. Mais c'est pas possible. Mais c'était bien parce que du coup, j'étais quand même familiarisée à la question. Voilà. Et pourquoi tu as changé de voix? Alors pourquoi tu veux? Donc ça vient de loin? Non, c'est de très loin, du fond des entrailles de ma maman. C'est vrai. Et pourquoi ça vient de loin. Mais par contre, je n'ai jamais, depuis petite, j'allais en colo et tout, on faisait des spectacles, on me disait tu devrais faire du théâtre et tout. Et je ne sais pas pourquoi, je n'ai jamais pris ça au sérieux. J'étais à Paris en plus, j'ai jamais rien fait. C'est arrivé en Martinique que ouais, je me suis dit. Pourquoi? Je sais pas. Peut-être j'étais plus âgée, enfin j'étais plus âgée, et du coup j'ai fait un peu de théâtre, enfin de acting avec Aliou Cissé, voilà, qui a beaucoup insisté sur la diction, notamment, donc je fais très attention à ça, pendant 1 an ou 2, et puis après j'ai dévié. Et aujourd'hui, tu veux en faire ton métier? Ouais. Alors juste, je reviens quand même, j'ai fait au Cermac aussi. J'ai fait 1 an au Cermac avec Alex Donotte. Et on a joué une pièce, une seule fois, une seule représentation au Théâtre Aimé Césaire. Et à la fin, quand on salue et tout, je fais « comment c'est trop bien !» J'adore. C'est vrai? J'ai adoré. Je me dis, c'est ça que je veux faire dans la vie. C'était quand ça? En 2003, quelque chose comme ça, ou 2002, ou 3. Et je me suis dit, c'est trop ça que je veux faire dans ma vie. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'exprime quand tu es sur scène? Je sais pas, j'aime ça. Tu as déjà joué dans la comédie, Rita? Non. Mais alors, mais je sais pas. Mais il y a un truc. Elle raconte l'UFM, elle raconte tout, il faut que tu nous racontes. Oui, mais moi, je sais pas comment dire. J'ai aimé, alors pour reparler de cette. On salue, je me dis, mais c'est trop bien.
Et comme ça, j'aime le rapport aux gens, le rapport d'être devant des gens, le fait d'être dans la peau de quelqu'un d'autre. Oui, interpréter des rôles. Mais c'est dur, ça. Oui, c'est très dur. Mais ça, et puis donner du plaisir et de la. Alors, bon, c'était des comédies, du plaisir et de la joie aux gens. Je sais pas. Et puis alors je me suis dit c'est ce que je voulais faire. Et puis après j'ai réfléchi, je dis bon Muriel, tu veux être comédienne ou tu voudrais avoir une famille et nourrir ta famille? J'ai choisi cette voie-là. Ah c'est ça. Voilà. Tu as eu à faire ce choix-là. J'ai fait ce choix-là à un moment. J'ai eu mes choix de la raison. Ouais, c'est ça. Mais c'était ça. Hein. Je pense que c'était ça. J'ai été raisonnable. Mais arrivé à 40 ans, là, je fais ma crise d'ado. Et j'ai eu mes 2 magnifiques enfants. Super. Bon, ça c'est fait. Ils sont faits. Donc maintenant, ça va être la part, on va dire féministe peut-être, je sais pas. Maintenant, je me consacre ça m'appelle en fait là. Maintenant, c'est-à-dire que je pense que je n'ai plus le choix. D'accord. C'est un peu, c'est pas divin, je sais pas, mais j'ai plus le choix en fait. Voilà, je vais mourir un jour, donc. Il faut que tu fasses ce que tu veux et ce pourquoi tu es venu sur Terre peut-être. Je me pose des questions. Après, je ne sais pas jusqu'où j'arriverai. Je ne sais pas, ce sera une impasse. Qu'est-ce que tu t'es fixé comme objectif? Moi, je sais pas. Déjà, je me suis dit en 2 ans. Alors, c'est pas bien. Mais je suis pas stratège comme fille. Non, je suis pas stratège. Pourquoi pas enfin, Rita. Rita le sait. Je suis pas. Non, mais alors, idéalement, tu voudrais jouer quoi? Tout. Donc là, tu as joué une avocate qui défend une femme victime de violence. Ouais. Tu voudrais jouer tout? Bien, il y a un rôle que tu aimerais jouer. Tu voudrais jouer avec quelqu'un en particulier? Alors, sur les questions des rôles, tous les rôles. Oui. Déjà, la comédie, j'aime beaucoup ça. Oui. Mais la tragédie aussi, je pense que ça me plairait. Mais déjà, pour commencer, on va donner de la joie aux gens. D'accord. Parce que quand on a des difficultés et des problèmes, c'est bien de se divertir, de penser à autre chose. On a joué notre pièce Le loup dans la bergerie de Franck Didier, donc avec Lou de Fréminville, Mélanie Boniali et Catherine Koumba. On l'a joué pendant la période la période sympa du Covid. Là. Oui. Et c'était gratifiant parce qu'on apportait un espèce de bol d'air aux gens. Ah oui, ça nous fait du bien parce qu'en ce moment, en ce moment c'est dur. C'est dur, ouais. Et les gens étaient ravis. Et moi aussi, ça me faisait du bien que d'avoir ce projet aussi pendant cette période un peu sympa. Ça m'a fait du bien aussi d'avoir à apprendre un texte, de le répéter avec les copains. Et en plus, c'est une comédie, donc on rigole. Et comme c'est une bande de foufous, donc vraiment on s'amuse. Et ça a été pour moi, je remercie Lou de Fréminville pour ça, parce que ça m'a permis aussi de supporter. D'accord. La période de confinement et tout, rentrez chez vous, restez chez vous et tout ça. Est-ce que vous faites d'ailleurs à l'UFM, parce que vous avez donc, tu as parlé de la maison de Solange, donc Solange c'est Solange Fille-Duval. Voilà, c'est une des fondatrices. Qui a été pendant plus de 20 ans la présidente de l'UFM et qui a vraiment été celle qui a développé l'association pendant une période difficile d'ailleurs. Juste, en fait, l'UFM est née pendant la guerre. 1944. Oui. Avec Jeanne Néraud notamment, Isabelle Adracé, Solange Fille-Duval, c'était à ce moment-là ou après? Non, Solange Fille-Duval est arrivée un petit peu après. Mais bon, elle a été là assez rapidement. Donc c'était effectivement la création de l'UFM, c'est juste après, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans une période très difficile. Il y avait les enjeux économiques, sociaux. Voilà, donc c'est vrai que dans un premier temps, tout le travail. D'ailleurs, la première, il ne faut pas oublier que c'est aussi le droit de vote des femmes. Hein. Oui, donc la première action de l'UFM, ça a été d'expliquer aux femmes que leur vote, c'était leur vote propre. Oui. Que ce n'était pas le vote du mari, que ce n'était pas le vote du prêtre, que ce n'était pas le vote du papa, et que c'était leur vote propre à elle, et que elle pouvait l'utiliser comme elle l'entendait. Et puis il y a eu aussi beaucoup dans cette première phase sur la famille. C'était une période où les enfants ne mangeaient pas bien, où il y avait de la malnutrition, où il y avait de la pauvreté. Donc on a fait des choses qu'aujourd'hui peut-être on dirait oh non mais attends c'est quoi cette histoire, concours du plus beau bébé, mais plus beau bébé non pas avec la plus belle robe, mais c'était une façon de sensibiliser les femmes à la nourriture des enfants, par exemple. Ah, d'accord. Bon, il faut savoir que l'UFM, a été pionnière, a été l'ancêtre de la PMI en Martinique. C'est l'UFM qui a créé cela, les consultations de nourrissons, etc. Donc, il y a eu toute cette période sur la famille. Ensuite, il y a eu une période sur les droits reproductifs, le droit de la pilule, le droit à l'avortement, etc. Et puis, il y a eu justement
justement, à partir de fin des années 90, toute cette ouverture sur la parole des violences faites aux femmes. Et aujourd'hui, on continue sur le sexisme au quotidien. Et je voudrais bien qu'on dise que notre féminisme est un féminisme qui est ancré dans le social aussi, puisqu'il y a différents courants féministes. Donc nous sommes pour un féminisme qui s'ancre dans le social, et c'est pour ça que nous sommes aussi présentes, non seulement sur le champ, on va dire, des préoccupations particulières des femmes, mais sur d'autres champs plus généraux, comme la santé des femmes. Nous sommes par exemple présentes dans le lionnage pour dépouiller matinique, parce qu'on a beaucoup parlé du cancer de la prostate pour les hommes, mais on a peu parlé, c'est nous qui avons permis de parler davantage de tous les problèmes que le chlordécone entraînait chez les femmes. Leur santé propre, en tant que charge mentale aussi, puisque responsable de la famille et des aînés. Donc voilà, c'est un petit peu tout ça que... Et alors, juste, je voulais faire le lien. Est-ce que, donc tu m'as parlé de la maison de Solange. Oui. Donc vous accueillez les femmes, donc c'est important d'avoir un lieu de ressourcement, des femmes qui sont parties de chez elles, qui ont eu à partir de chez elles parce qu'elles étaient victimes de violences. Est-ce que vous avez... Est-ce qu'il y a des choses qui relèvent des ateliers, par exemple, d'improvisation, des choses comme ça? Qu'est-ce que vous faites? Ou bien c'est des accueils d'urgence? Comment vous accueillez les femmes? C'est de l'écoute? Qu'est-ce qui se passe? Alors, la maison de Solange, si tu veux, elle concentre deux dispositifs. C'est l'accueil et l'accompagnement des femmes en difficulté en général et victimes de violences, quel que soit le moment dans lequel elles sont. C'est-à-dire qu'on accueille des femmes qui sont pas encore décidées à partir de chez elles, qui viennent pour demander des informations, qui viennent pour comprendre dans quelle situation elles se trouvent, comme on accueille des femmes qui sont parties de chez elles ou qui veulent partir, ou qui sont entre deux et qui veulent savoir comment elles font pour s'en aller, etc. Donc il y a un accueil individuel qui accompagne, et on accompagne les femmes dans leur globalité. Donc il y a l'aspect juridique, il y a l'aspect économique, il y a l'aspect social, il y a l'aspect des droits, il y a l'hébergement, il y a le problème des enfants. Il y a le problème aussi du procès, enfin de la justice. Judiciaire également. Donc on peut les accompagner, porter plainte, ne pas porter plainte. Exactement. Quelquefois elles ont déjà porté plainte, d'autres pas. Donc il y a tout cet environnement global. Et puis des fois, il y a qu'elles ont des coups de blues et que c'est pas seulement pour de l'opérationnel, quoi. Bon, elles ont un coup de blues, elles ont envie de parler, elles ont envie qu'on les écoute et qu'on puisse leur remonter le moral aussi. Donc ça, c'est avec une équipe d'intervenantes sociales pour des entretiens individuels. Et puis on a aussi, nous avons un agrément d'accueil de jour. Et l'accueil de jour, c'est aussi un travail collectif. Donc on a effectivement des ateliers de différents types. Ça peut être ciné-débat, ça peut être estime de soi, ça peut être cuisine du monde, notamment pour valoriser les femmes migrantes, notamment aussi, et leur cuisine. Ça peut être... il y en a différents, et tous avec l'objectif de... l'estime de soi, de reconstruire cette estime de soi et cette confiance en soi, en dehors de quelques ateliers qui sont juste très opérationnels sur les droits, etc. D'accord. Donc, alors d'improvisation, non, mais on a déjà eu l'occasion par le passé de faire des petits stages de ce type-là aussi. Bon, tout est bon, j'ai envie de dire, il y a différents biais aussi pour pouvoir restaurer cette confiance en soi des femmes. Mais l'année prochaine, on aura peut-être quelque chose dans le genre. Je ne veux pas dévoiler, mais on va en parler. Et alors, moi, je vais donner, sans là encore vous assommer de chiffres là, mais je vais donner quand même quelques éléments, quelques chiffres, repères. Donc, l'Observatoire des violences envers les femmes de Martinique, l'OVIFEM, qui documente toutes les statistiques, etc., liées aux inégalités, aux violences notamment, et qui est portée par l'association l'ALEFPA, donc, nous dit, donc, selon la dernière enquête Virage de 2018, ce sont des chiffres qu'on a déjà eu l'occasion de donner sur ce plateau, une femme sur 5 a été victime de violences conjugales en Martinique, contre une femme sur 10, une femme sur 5 ici, contre une femme sur 10 dans l'Hexagone. On parlait de plus de violences, on en a un peu la preuve. Seuls 9% de ces femmes ou leur entourage ont déclaré des faits de violence aux forces de l'ordre. Seuls 9%, donc il y a des faits de violence, mais 9% seulement, vont déclarer ces faits de violence, contre 18% dans l'Hexagone. D'accord? Ce que tu disais tout à l'heure, on ne va pas, etc. Il faut faire une bonne figure, on ne va pas. Et parmi ces 9%, seul un tiers on fait des poursuites judiciaires. D'accord? Donc il y a une espèce d'entonnoir, et plus on va vers le judiciaire, moins ça va.
Une femme sur 4 a été victime de violences au travail. 1 sur 4. On parle toujours de la Martinique, donc c'est sur des chiffres de 2018, hein, ça fait 4 ans. Et une femme sur 20 victimes de harcèlement sexuel au travail contre une femme sur 40 dans l'Hexagone. C'est un chiffre dont on parle peu. Effectivement, tu disais tout à l'heure, il y a une certaine difficulté pour parler de la violence au travail. 3 femmes sur 5 ont déclaré au moins un fait subi dans l'espace public. C'est pas seulement c'est du harcèlement, quoi. C'est vraiment les gars. De l'agression. De l'agression aussi, voilà. C'est vraiment voilà. Mais voilà, donc voilà, mais ça peut commencer par le pchit qui est déjà une agression, mais ça peut effectivement aller plus loin. Donc 3 femmes sur 5 ont déclaré avoir subi effectivement ce type de violence, insultes, interpellations, sous prétexte de drague, harcèlement, violence sexuelle, contre une femme sur 4 dans l'Hexagone. Voilà. Juste peut-être un retour. Alors, au niveau institutionnel, il y a eu ce qu'on a appelé le Grenelle des violences conjugales en 2019. Et dernièrement, puisqu'on est là au 3 ans après, je lisais que la ministre déléguée chargée de l'égalité entre les hommes et les femmes annonçait un certain nombre de choses. Notamment, il y a des besoins pour les places d'hébergement d'urgence. Comment on se situe en Martinique? Là, elle disait que d'ici la fin de l'année, il y aurait 10 000 places d'hébergement qui seront opérationnelles sur tout le territoire national et puis outre-mer et notamment en Martinique. Est-ce qu'on est là, ce serait 1000 places de plus. Est-ce qu'on est OK là, à ce niveau-là? Non, il n'y en a pas suffisamment parce qu'il y a encore beaucoup de femmes qui hésitent à partir de chez elles parce qu'il y a un problème très important qui est un problème de pouvoir être hébergé. Alors, bien sûr, il n'y a pas que l'hébergement en centre d'hébergement. Il y a aussi l'hébergement possible dans le privé ou au niveau des bailleurs sociaux. Mais c'est un problème qui est global. Donc, on a des places qui sont tenues par la LEFPA. Mais, par exemple, le Sandra, donc, qui est la structure de la CTM, qui aussi hébergeait, j'ai envie de dire, des femmes victimes de violences. Bon, après avoir ouvert, vivoté, fermé, réouvert, maintenant on apprend que cette structure ne fonctionne pas. Donc ce sont autant de places en moins, de places d'hébergement en moins pour des femmes qui sont dans des situations de détresse. Il y a un chiffre que j'ai envie de rajouter à ceux que tu as donné, c'est que près de 10% de femmes disent qu'elles vivent des violences simultanément dans les 3 espaces. Chez elles, l'espace public et puis au travail. Exactement. Donc, combien de pourcents? De 8, il y a 8%, 8 à 10%. Okay. Et je crois que ça montre bien ce qu'on appelle le continuum des violences. Oui. C'est-à-dire que des femmes, et là on parle que de ce type de violence, donc si on rajoute la précarité, etc., bon, on sera encore plus. Mais ça montre bien qu'il y a un continuum dans ces violences. Ça peut être un continuum de l'enfance à l'âge adulte, mais c'est aussi un continuum dans l'espace, je veux dire, des femmes, parce que très souvent, bon, les femmes qui sont en situation d'être victimes de violences, quelque part, elles sont repérées comme vulnérables. Oui, c'est ça. D'accord ? Donc, étant repérées comme vulnérables, voilà, on appuie sur la chose. Voilà, tout à fait. Et j'ai lu, alors, qu'est-ce que c'est en fait? En Martinique, depuis le 1er octobre 2021, la gendarmerie a lancé une maison de protection des familles. Oui, alors c'est une maison... À Redoute, à Fort-de-France. Oui, elle est donc située à Redoute, même si ce n'est plus le domaine, on va dire, de la gendarmerie, c'est pas son champ. Mais en fait, c'est une maison qui a pour vocation d'aider les femmes qui ont des difficultés à aller porter plainte, à pouvoir porter plainte. Donc, ils peuvent se déplacer, notamment pour pouvoir aider les femmes à porter plainte. Aider aussi les femmes qui sont en situation difficile, parce que, quelquefois, ça arrivait, et ça peut arriver que des personnes appellent parce qu'il y a des situations de violence, et on dit, non, on ne peut pas se déplacer parce qu'on n'a pas les moyens, il n'y a pas assez de personnes, etc. Donc, le fait d'avoir des brigades spécialisées, ça aide, de la même façon qu'il y a une brigade pour les violences intrafamiliales au niveau de la police, qui travaille avec d'ailleurs des intervenantes sociales en police et en gendarmerie auprès d'eux. Et donc, le fait d'avoir mis ça aussi pour la gendarmerie, c'est quand même un plus. Et alors, donc, Madame Rome, Isabelle Rome, qui est la ministre déléguée, a annoncé, donc il y a eu un train de mesure qui a été annoncé, donc elle a annoncé que d'ici 2025, le nombre d'intervenants sociaux en gendarmerie et dans les commissariats donc, passera de 400 à 600. Donc, alors, c'est vrai que les associations féministes demandent plus de moyens.
1 milliard, c'est ce qu'on voit dans les manifestations. C'est ça la revendication. C'est ça la revendication. Oui. Mais parce qu'il y a encore tellement à faire. Parce que c'est bien, c'est bien tout ça, c'est-à-dire la prise en charge et la prise en compte des femmes victimes de violences. Mais si on ne multiplie pas, si on ne démultiplie pas, j'ai envie de dire, tout ce qui est prévention, formation, sensibilisation, on en sera encore beaucoup à penser les plaies, quoi. Et c'est d'ailleurs ce qui a amené l'UFM à créer un pôle formation-prévention. Nous faisons de la prévention et beaucoup de formation auprès des professionnels, parce que c'est ça aussi qui permet d'avoir de plus en plus de personnes qui s'emparent de cette problématique, qui sait ce que ça veut dire et qui peut agir, devenir acteur ou actrice. Il ne s'agit pas simplement d'être sensibilisé pour dire « Ah oui, les violences, c'est pas bien, machin ». Oui, non, il s'agit qu'en tant que professionnel, je puisse détecter, par exemple, je puisse savoir comment faire, je puisse comprendre, je puisse savoir comment agir et je puisse faire moi aussi de la prévention et de la sensibilisation. Je suis moniteur, monitrice, je sais pas moi, de colonies de vacances, je reçois du public, je suis enseignante ou enseignant. Comment je fais pour impacter dans tout ce que je fais finalement ces notions d'égalité et de lutte contre le sexisme et les violences. Juste en fait, donc le 1 milliard, c'est ce qui est demandé par les associations féministes. Aujourd'hui, en fait, en 2020, les mesures du Grenelle, en fait, donc liées aux violences conjugales, ont représenté 360 millions d'euros. Donc en 2020, globalement. Donc l'idée, c'est il y a des mesures qui sont prises, il y a des perspectives, mais il y a une demande forte donc du milliard qui serait effectivement. Oui, parce qu'il faut un coup, enfin voilà, il faut des choses importantes si on veut changer les mentalités, parce que c'est ça en fait, c'est changer les mentalités dans la société pour qu'on n'ait plus de violence. Tout à fait. C'est pas continuer à penser les plaies, il faut, mais ce qu'il faut d'abord, c'est changer les mentalités en profondeur. Et là, c'est là qu'on arrive au thème de 2022. La répétition. Oui. C'est au cœur des violences conjugales, ça. C'est au cœur des violences conjugales. Le fait que ma mère avant moi, est-ce que c'est comment dire, c'est documenté, ça, la répétition? Oui, il y a des études aujourd'hui qui travaillent là-dessus et qui montrent que, bon, effectivement, alors avant, on te disait, ouais, c'est comment on dit ça, en malédiction. C'est en malédiction qu'il n'y a enfant mis un. Non. On sait que, je ne sais pas, quand moi, petite, j'ai vu de la violence entre mon père et ma mère, même si j'en ai souffert, mais c'est mon seul repère. Donc, quand je grandis, c'est mon repère en tant que relation entre femmes et hommes. C'est mon repère éducatif vis-à-vis de mes enfants, parce que la violence dans le couple, elle n'est pas dissociée des autres violences. Nous avons en Martinique toujours une éducation très coercitive avec nos enfants. Bon, jusqu'à maintenant, dans les supermarchés, tu vois alors beaucoup de mamans malheureusement, mais des gens qui donnent des volets à leur enfant parce que l'enfant voulait prendre quelque chose et puis on lui a dit non, il s'est roulé par terre, etc. Bon, c'est un enfant. Bon, non, il faut lui donner une volée devant tout le monde, il faut l'injurier, il faut lui dire. Et tout ça, c'est un rapport de force, en fait, qu'on apprend à l'enfant. On lui apprend que pour gagner, il faut dominer. Donc, il faut sortir de ça. Et ce que je veux dire, c'est que justement, tous ces repères, eh bien, ce sont des repères qui permettent qui occasionnent la répétition de ces violences, tant en tant que victime qu'en tant qu'auteur. Et quand je disais tout à l'heure, par exemple, que il y a maintenant, on montre bien que les femmes qui sont victimes de violences minimisent ces violences auprès des enfants. Ça crée forcément une image qui n'est pas forcément positive. Ça crée une image qui n'est pas positive. Ça crée aussi chez les enfants un sentiment comment je vais dire, de manque de confiance en soi. C'est-à-dire que, bon, elle me dit quelque chose, mais je sens bien que c'est pas vrai. Ce qu'elle me dit là, c'est pas vrai. Donc, comment je me repère finalement dans ma propre construction. Et ça crée une faiblesse dont profitent finalement les autres. Comment tu fais, toi, avec tes enfants? Comment tu as fait? Est-ce que ce sont des questions, la question de but en blanc comme ça fait un moment que tu n'as pas parlé, je t'en la perche. Attends, il faut que je me réchauffe. À 4 minutes de la fin. Profite. Non, comment j'en ai parlé à mes enfants? Comment tu parles à tes enfants de ces problématiques? J'éduque, j'ai un garçon, j'ai une fille. J'ai le choix du roi et je les éduque à se respecter et à savoir poser et respecter les limites de l'autre. Voilà, tu veux pas, t'en as pas envie, c'est non, et fais respecter ton non. Et toi, de l'autre côté, entends le non qui est dit. C'est ça
mon axe de travail, mon axe éducatif. Et la méthode, parce qu'on a besoin de méthode, parce que ça c'est l'objectif, mais la méthode, donc la méthode c'est parler, c'est la communication. Deux coups dans la tête, ça rentre. Je dis, tu veux pas, tu bam. Voilà, non, super. Non, je parle avec eux. Il faut parler, c'est communiquer. Non, mais après, moi, je suis pas la mère modèle. Oui, alors vois-tu, mon enfant, non, parce que je suis vive. De temps en temps, mais pas de temps en temps. Okay. Non, ça, je suis. Non, mais du coup, comme moi, je suis touchée par tout ça, du coup, je suis très sensible à ça. Je veille au grain et peut-être même parfois trop. Mm-hmm. Mais c'est vraiment moi là, ça c'est mon objectif. Mon fils, je veux que tu sois un homme bien. Mm-hmm. Voilà, je veux que tu sois respectueux. Voilà, que tu sois respectueux, mais pas de la femme seulement, hein, des gens en général. Des pour ma fille, c'est pareil. Oui, c'est très important le respect, considérer les gens. Quel est l'homme, voilà, question de but en bleu aussi, quel est l'homme qui t'a le plus marqué, le plus influencé? Aïe, un homme qui m'a influencé. Ah non, ma maman, c'est pas un homme. Tu as le droit. C'est ma maman. C'est vrai? Ah, elle est terrible, c'est une femme, on parle de féminisme et tout ça, c'est une féministe dans l'âme, ma mère. C'est vrai? C'est quelqu'un d'indépendant, de très intelligent, de cultivé. Mes enfants l'adorent pour ça, c'est une encyclopédie, enfin on va dire Wikipédia, ou c'est un Google... Elle est extraordinaire, oui, très bonne cuisinière. Elle est... Ouais, franchement... C'est ta mère? Oui. Ok. Bah, j'ai été éduquée par elle surtout, donc tu vois, les hommes chez moi... Bof, je sais pas à quoi ça ressemblait en fait. C'était quoi? D'accord. Rita, je vais te poser la question. Je ne sais pas si l'année dernière on avait déjà cette question-là rituelle, si? Oui, mais je sais que je répondrai la même chose. C'est que bon, moi, j'ai pas une figure unique. Ouais. J'ai été influencée par beaucoup de personnes et beaucoup de femmes, pas des hommes, certains hommes, mais beaucoup de femmes aussi. Donc, j'ai pas envie de citer de noms parce que sinon, j'en citerais trop. Ah bon. Et donc, non, mais je pense qu'on se construit en ayant une vision très large, en essayant de connaître le maximum de choses et de gens. Et puis, on se fait son opinion, quoi. Au fur et à mesure, on avance. Voilà, c'est comme ça. Ok. Je me satisferai de cette réponse. C'est gentil, merci. Jingle, le mot de la forme, c'est presque fini. Le mot de la forme, Muriel. Est-ce qu'il faut te souhaiter quelque chose? Ah mais oui, il faut me souhaiter que je réussisse. J'ai un projet Qu'on te voit en haut de l'affiche. Oui, le nom part tout, Muriel Dual. J'ai un projet de court-métrage, là, j'espère qu'il recevra du financement. Oui. Parce que je me donne du travail à moi-même, voilà. Ah, c'est toi qui l'as écrit? Oui, j'ai écrit un court-métrage qui pour le moment s'appelle Si Dieu veut, et qui a été accepté par une société de production. Super. En Martinique, et du coup, j'espère que ça va être... Mais tu as déjà soumis ton projet pour le financement? Oui, on attend de la réponse là sous peu, en espérant. Bon, si Dieu veut. Ouais, exact. Ça s'appelle Si Dieu veut, c'est ça, merci. Ouais. Croisez les doigts, téléspectateurs et trices. Oui. Et voilà, ça c'est à court terme, et puis j'aimerais faire de la voix off aussi. J'ai déjà prêté ma voix à l'Union des femmes de Martinique, n'est-ce pas? Tu vas continuer? Oui, je vais continuer. Non, me souhaiter que... Ça marche. Que là où je vais, ça ne soit pas une impasse en fait. Non, mais il faut y croire. Qu'il y ait un boulevard. Non, mais parce qu'il faut une bosseuse. Il faut être réaliste, mais c'est pas grave. J'ai plongé, sans bouée, sans rien, sans filet. Je partais une main devant, une main derrière. Ouais. Mais en même temps, c'est peut-être ce qui fait qu'on est obligé de réussir. Hein. Tu crées des opportunités. Oui. Voilà. Bon, on te souhaite ça. Merci. Rita, le mot de la forme, ce serait quoi? Eh ben, j'ai envie de dire bonne chance à Muriel, comme on lui a dit quand elle a quitté l'UFM. Moi, je lui ai dit, écoute, on n'a qu'une vie, on fait ce qu'on a envie de faire pour s'accomplir. Et je crois que c'est important pour soi, pour se sentir bien. Ben, nous, le mot de la fin pour l'UFM, c'est qu'on continue à se battre parce que c'est nécessaire et qu'on a besoin aussi de force. Donc, on a envie que d'autres femmes viennent nous rejoindre dans nos actions et dans notre combat. On est bien aussi, on est convivial, on fait des choses sympas aussi. Hein, donc, moi, j'avais beaucoup aimé une réunion que vous avez faite au Théâtre Aimé Césaire avec des hommes, c'était vraiment extraordinaire. Mais on s'était vu après, d'ailleurs, l'année dernière. Sur la parole des femmes qui étaient libérées avec des hommes qui étaient... Tout à fait, on a besoin d'espace de dialogue aussi. Oui, mais on accepte les hommes bien volontiers en tant que sympathisants dans notre association parce que c'est nécessaire. Il ne faut pas qu'ils soient j'ai envie de dire en face de nous, mais qu'ils soient aussi à nos côtés pour changer la société pour tout le monde. À dialoguer. Voilà, changer la société pour tout le monde. Ce sera le mot de la fin de ce forum. Merci beaucoup, Muriel. Merci Rita d'être venue. Merci à toi. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez sur Zitata. Je vous retrouve tous les mardis
dans Forme à 20h05. Bye bye. Bye. Femme, 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 femme.